Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique consacrée à Jenny Marx et qui nous donne l'occasion de recevoir Jérôme Fehrenbach. Jérôme Fehrenbach, bonjour. Bonjour. Quand je dis nous, c'est Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, Akram Belkaïd du Monde diplomatique et Lucille Schmidt du comité de rédaction de la revue Esprit. Jérôme Fehrenbach, vous avez publié un livre sur Jenny Marx, vous êtes inspecteur des finances, vous êtes historien, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de la France et de l'Allemagne, de l'Ancien Régime et l'époque contemporaine. En 2021, donc, vous avez publié ce Jenny Marx, La tentation bourgeoise, aux éditions Passé Composé. Jenny Marx, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ayant été l'épouse de Karl Marx. L'épouse de Karl Marx, donc, qui est née Jenny von Westphalen. Elle est issue d'une famille qu'on pourrait croire de noblesse importante compte tenu de la sonorité de ce patronyme, mais en réalité, elle est d'une famille de noblesse récente et elle reçoit surtout une éducation bourgeoise. Vous expliquez que son père est un fonctionnaire qui avait davantage de goût pour les lettres que pour les circulaires et qu'il ne parvint pas à devenir propriétaire terrien. Par la famille de son épouse, Marx a donc côtoyé une petite noblesse urbaine, éloignée du modèle nobiliaire allemand, ce qui l'a empêché, selon vous, de comprendre son rôle dans la société prussienne de l'époque et sa différence avec la bourgeoisie de son temps. Le rapport du couple Marx à la bourgeoisie traverse votre livre. On y apprend que Karl et Jenny Marx, perpétuellement désargentés et à la recherche de financement, n'en avaient pas moins à leur service une domestique offerte à Jenny par sa mère, et vous soulignez aussi les contradictions, ou en tout cas, les aspects pittoresques de la situation de l'auteur du Capital, qui a vécu pour une grande partie grâce à divers héritages et à l'aide financière de son ami Engels, qui lui-même avait hérité de la fortune de son père, que son père avait bâti dans l'industrie textile. La vie de la famille Marx est une vie de nomade. Ils quittent la Prusse pour s'installer en France, où règne une plus grande liberté d'expression, puis ils partent en Belgique, chassés par Louis-Philippe à la demande du gouvernement prussien, puis ils s'installent à Londres. En Angleterre, ils côtoient de nombreux immigrés qui fuient la répression qui sévit en Europe après le printemps des peuples. Jenny Marx, quant à elle, est tiraillée par toutes ses appartenances. Au moment de la guerre franco-prussienne de 1870, elle est partagée entre sa patrie de naissance et sa patrie d'élection, la France, à qui elle reproche d'avoir renié les idéaux de la Révolution, mais elle est aussi attachée à la Grande-Bretagne par sa grand-mère maternelle, issue, elle, de la noblesse écossaise. Le rapport du couple Marx à ces différentes patries est aussi littéraire. Ils ont un goût prononcé pour Shakespeare, mais aussi pour Goethe, Dante, Homère. Jenny Marx était décrite par son époux comme une virtuose dans l'art d'écrire des lettres, et vous estimez, Jérôme Fehrenbach, que ces correspondances figurent parmi les plus belles pages de la littérature épistolaire allemande. Dans son éloge funèbre, Engels a dépeint Jenny Marx comme une femme de l'ombre ayant joué un rôle déterminant dans le mouvement révolutionnaire, mais malgré son goût marqué pour la politique, vous considérez que ce mythe de la baronne rouge est éloigné de la réalité. Vous avez, Jérôme Fehrenbach, écrit plusieurs livres sur des figures issues de l'aristocratie allemande, comme la princesse Palatine ou l'évêque von Galen, et pour introduire notre conversation, j'aimerais vous demander ce qui, en premier lieu, a attiré votre attention sur ce personnage qu'est Jenny Marx. Eh bien, c'est une question au fond assez simple. C'est un personnage sur lequel s'attache, comme vous l'avez très bien dit en préambule, beaucoup de légendes, beaucoup de on-dit. Et au fond, j'ai voulu profiter en fait d'un travail universitaire important qui a été déployé au moment de son bicentenaire, en Allemagne en particulier, pour réactualiser la connaissance qu'on peut avoir de ce personnage et du couple Marx, puisque beaucoup de pièces, beaucoup d'éléments avaient ressurgi entre, on va dire, 1990 et 2014, époque à laquelle des corpus assez importants réalisés par des universitaires allemands ont permis d'accéder à beaucoup de sources jusqu'à présent ignorées. Et j'en ai profité également, ça c'est plus ancien, mais le mur de Berlin étant tombé depuis quelques années à présent, pour rafraîchir une historiographie de ce personnage qui était très marqué par l'idéologie de l'Est. Il y a de très bons historiens est-allemands de Jenny Marx, mais qui forcément lisaient les éléments d'archives à travers un prisme très particulier.
Alors, il y a un personnage dont moi je n'avais, et je pense que je ne suis pas le seul, aucune espèce d'idée, c'est le père de Jenny Marx et les rapports qu'il entretient avec son gendre, enfin d'abord avec son futur gendre, c'est un personnage lui-même étrange parce que c'est un semi-intellectuel, je sais pas, on a l'impression qu'il est semi-tout, c'est un semi-noble, semi-bourgeois, semi-intellectuel, mais en même temps qui est un personnage original dans son milieu et dans sa ville, cette ville de Trèves, et il joue un rôle important dans la formation de Karl Marx. Alors c'est un personnage qui est un peu, par rapport à la grande histoire, qui est un peu, on va dire, un raté, notamment par rapport à son propre père, celui qui a été anobli, qui était un personnage vraiment décisif dans la guerre de 7 ans, ça nous ramène cette fois-ci en plein XVIIIe siècle. Et donc le fils était forcément un peu écrasé par un père extrêmement talentueux. Et en effet, le fils est un demi-raté ou un demi-réussi, et en a souffert sans doute toute sa vie. On peut ne mettre à son crédit néanmoins celui d'avoir réussi à rester assez anticonformiste et assez libre de penser au service de l'administration prussienne. Lucille Schmid. Oui, la lecture de ce livre est assez émouvante je dirais pour une femme, parce qu'on réalise combien au XIXe siècle, on pouvait être une femme lettrée, comme Philippe l'a rappelé, une femme qui sait très bien écrire, qui parle plusieurs langues étrangères, et par ailleurs, que la destinée qui vous était offerte était au fond une destinée de suivre son mari et d'avoir de très nombreux enfants, dont beaucoup meurent en bas âge, dont certaines, en ce qui concerne les filles, vont se suicider. Et donc il y a aussi, je trouve, une petite musique sur la question de la destinée des femmes qui auraient pu être émancipées, qui auraient pu être intellectuelles, mais qui sont contraintes de vivre à l'ombre de leur mari. Je trouve qu'il y a aussi cette dimension assez romanesque à travers votre biographie. Oui, romanesque et peut-être un peu noir. Il y a aussi sans doute une dimension au fond assez germanique qui n'est parfois pas très connue, pas très accentuée, mais qui se perpétue, je veux dire quasiment jusqu'à nos jours dans la société allemande, qui est cette idée assez banale, mais à mon avis assez juste, que la femme allemande vit vraiment essentiellement pour son foyer et à la lumière de son foyer, et ce foyer suffit à l'éclairer toute sa vie. Et de ce point de vue-là, Jenny Marx est une Allemande au fond assez banale. Dès cette époque-là, une Française ou une Britannique aurait probablement eu un tempérament, une manière d'exercer ses talents un peu différente et aurait beaucoup mieux coupé la vie publique et la vie privée en se scindant en quelque sorte en deux personnages parallèles, ce qu'une Allemande ne sait pas bien faire par son éducation. D'accord. Et pour prolonger la question, justement sur cet enjeu du foyer, l'espèce de contradiction, en tout cas d'ambivalence, de ligne de tension entre le foyer et les idées politiques, est-ce que du coup vous diriez que c'est son foyer d'abord qui la préoccupe par rapport à Karl Marx, ou comme vous avez remis en cause, si je puis dire, le mythe de la Baronne Rouge. Est-ce que c'est la question du foyer? Est-ce que c'est la question des idées? Est-ce que cette ligne de tension qu'on sent dans votre livre est quelque chose qui va hanter, ou en tout cas construire la vie de Jenny Marx? Alors, les tensions chez Jenny sont multiples, y compris les tensions d'appartenance auxquelles Philippe Meyer faisait allusion dès le démarrage. Au fond, elle a du mal à se situer dans une famille recomposée, puisque son père était veuf, s'était remarié, entre les enfants du premier lit, qui eux sont rattachés par des fils par des liens très nets avec la haute aristocratie, cette fois-ci prussienne, et son milieu à elle, beaucoup plus bourgeois. Donc, beaucoup de tensions, je dirais, dès l'origine, dès la naissance, et beaucoup de choses incomprises dans son propre environnement familial. Et à celle-ci, effectivement, s'ajoutent des lignes de tension, de fracture entre sa vocation de mère et les idées politiques. Ceci étant dit, franchement, si on doit offrir une vision un peu raccourcie ou un peu simplifiée, franchement, Jenny a été très attachée à sa famille, à son mari, ses enfants, à ce qu'elle appelait elle-même l'entreprise ou le parti Marx. Elle était très attachée à la justice, mais une forme de justice en action, une forme d'équité en action. Au-delà de cela, c'est vraiment pas une idéologue et c'est pas une philosophe, c'est plus une femme d'action au service de l'équité, de l'égalité et de la survie de son ménage qu'une théoricienne. Akram Belkaïd. Oui, dans la littérature féministe qui revient sur justement la destinée des femmes, des grands hommes. On pense notamment, par exemple, à la compagne d'Albert Einstein, Milera, dont on dit aujourd'hui que visiblement, elle a beaucoup aidé au travail de son époux et qu'aujourd'hui, ça n'est toujours pas reconnu. Il y a les deux effets. On cite alors de mémoire l'effet Mathieu, qui consiste à dire qu'un grand homme n'est jamais indulgent ou même reconnaissant à l'égard de son épouse, c'est-à-dire qu'elle disparaît totalement alors qu'elle a tout de même contribué à faire ce qu'il a été
ne serait-ce que parce que c'est elle qui a endossé la question de la gestion du foyer. Et puis il y a l'effet, ou alors il y a l'effet Mathilda, et là ça va plus loin, c'est justement le mari qui se nourrit de la réflexion de son épouse, qui la vampirise et qui l'écarte in fine pour rester le seul dans la droite ligne de la renommée historique. Où est-ce que vous la situeriez ? Est-ce qu'elle a été décisive ou est-ce que, ma foi, dans la pensée, je ne parle pas dans le cheminement intellectuel de Marx? Ma réponse sera courte, elle n'a été absolument pas décisive dans le cheminement de la pensée. Non, elle a été une accompagnatrice extrêmement fidèle, extrêmement zélée, mais pas du tout décisive. Mais alors, d'où vient ce mythe de la Baronne Rouge, de cette femme qui aurait finalement contribué à ce que Marx devienne ce qu'il a été? Difficile, comme tout mythe, d'en trouver les racines, de comprendre sa floraison, mais effectivement, le mythe est assez installé. Les racines, peut-être, mais est-ce que vous avez pu, ou est-ce que vous pourriez déterminer une chronologie, c'est-à-dire à quel moment ce mythe de la Baronne Rouge apparaît? Et est-ce qu'on peut aussi savoir de quel milieu il vient? C'est-à-dire, est-ce qu'il vient du milieu des marxistes? Est-ce qu'il vient du milieu des Allemands? À mon avis, il apparaît en fait dans les années 1890 avec la mort d'Engels en fait, et à ce moment-là, la résurgence de certains éléments de correspondance de cette famille-là. Il a été, je pense, très caressé ou cultivé par les filles, en particulier par Madame Lafargue. Et puis, il a été, je pense, pas mal cultivé par la social-démocratie allemande aussi dans les années 1890, dont les éléments les plus anciens, en fait, avaient connu, enfin les anciens 48 arts ou les enfants des 48 arts avaient connu le foyer Marx en exil à Londres et qui ont colporté avec eux, traîné avec eux une forme de nostalgie en fait et une image à la fois grandie et épurée de ce personnage de Jenny Marx. Mais dans quel but? On voit bien la fille, celle dont il faut rappeler qu'elle a épousé le rédacteur du Droit à la paresse, que donc le gendre de Marx avait une conception de la valeur travail qui lui était très particulière. Et elle, on comprend bien pourquoi elle veut magnifier sa mère. Mais les socialistes allemands, qu'est-ce qu'ils y trouvent? Vous avez parlé de cette nostalgie, mais il y a l'idée de faire quoi? D'humaniser le personnage? Le besoin d'avoir une forme de Madone, finalement, probablement planant au-dessus des destinées de la social-démocratie. Madone que la figure de Lassalle, cette fois-ci, n'était pas capable d'offrir. Béatrice Gibelin. En fait, quand on lit votre ouvrage, vous avez d'ailleurs dit tout à l'heure, la bonne épouse. Hein, c'est-à-dire qu'elle va... mais moi, je m'attache au début. Comment elle tombe amoureuse, parce que je pense qu'elle est profondément amoureuse de Karl Marx et que lui est sans doute aussi très amoureux d'elle. Bon, c'est le coup classique. Il est copain du frère et il rencontre la sœur par ce biais-là. Frère Edgar, c'est ça? Assez fantasque, enfin, dont la vie ne sera pas une vie rangée par rapport au frère Ferdinand, qui lui est beaucoup plus profondément réactionnaire et deviendra ministre. Et moi, c'est ce personnage, au fond, de femme amoureuse aussi qui m'intéresse. Bon, elle a quand même un père plutôt bienveillant, parce qu'il apprécie l'intelligence de son futur gendre, sans savoir que ce sera forcément son futur gendre, et cette intelligence le séduit, incontestablement. Petit-fils de rabbin peut-être, sans vraiment beaucoup d'argent, mais c'est pas très, très essentiel à ce moment-là. Et cette jeune femme va donc avoir cette vie de nomade, Paris, la Belgique, Londres, et vous dites, mais elle reste très allemande, c'est-à-dire elle reste la mère au foyer. Et je me dis, mais bon sang, elle a dû rencontrer un nombre de gens, d'hommes et de femmes, qui vivaient des choses tout à fait... sur le plan des idées, des débats, elle a dû assister à des tas de conversations, de débats. Et puis, elle reste néanmoins cette bonne épouse au service de son grand homme, apparemment, Karl Marx, et alors qu'elle a un talent épistolaire, qu'elle a un talent littéraire, qu'elle est capable de s'exprimer dans plusieurs langues. Et je me dis, tout ça n'a pas réussi à éclore quand même, à laisser une trace un peu plus importante. Et vous dites de façon assez lapidaire, bah non, elle a joué aucun rôle dans sa vie, dans la vie intellectuelle de son époux. Oh, moi, ça me surprend quand même. Oui, et c'était tout de même sa secrétaire.
Oui, alors vous faites allusion à plusieurs éléments ou événements successifs. Le démarrage est assez banal et c'est un coup de foudre, tout ce que ça de plus simple, entre deux jeunes gens qui ont une différence d'âge déjà importante puisqu'elle a 4 ans de plus que lui et à cette époque-là, ça compte et c'est d'ailleurs un des éléments qui la conduira au bout d'un moment à n'avoir plus d'autre choix que de se marier avec lui en fait, puisqu'elle a 29 ans quand elle l'épouse et à cette époque-là, évidemment, pour une jeune fille de bonne famille, 29 ans est un âge déjà assez tardif pour un bon mariage. Est-ce qu'elle l'a, si on essaie vraiment de gratter, est-ce qu'elle l'a aidé ? Oui, alors elle a évidemment cette aide matérielle importante de relectrice et de correctrice et de copiste de l'intégralité de Marx, ça c'est tout à fait indiscutable, au moins jusqu'en 1860, époque à laquelle leur fille aînée qui avait 16 ans a commencé à prendre le relais. Donc c'est vraiment elle qui assure ce rôle de secrétariat avec un grand S. Elle a un rôle également disciplinant. Alors ça c'est pas trop dit, mais on sent bien d'après les témoignages des survivants, de ceux qui ont pu écrire leurs souvenirs jusqu'au tournant du siècle, qu'elle a eu un rôle important, je dirais, dans l'apaisement des tensions au sein du groupe, dans la définition de lignes de défense par rapport aux opposants. Elle a vraisemblablement participé à la tactique. Donc, pas énormément aux idées elles-mêmes, mais certainement à la tactique du couple Marx et son évolution dans les commencements de l'histoire de ce mouvement socialiste qui est très heurté et dès le début rempli de conflits et de fractures. Donc ça, ce rôle-là, elle l'a exercé. Et au-delà, franchement, c'est effectivement très, très difficile de percevoir une influence quelconque sur... Et de ce point de vue-là, le personnage n'a pas véritablement éclos, comme vous le dites très bien. Lucille Schmid. Oui, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur la femme allemande, qui n'est pas la femme française, qui n'est pas la femme... Kinderküche. Qui n'est pas la femme britannique. Bon. Et par ailleurs, c'est une femme allemande qui va voyager dans toute l'Europe. Comme l'a rappelé Philippe Meyer, elle ira à Paris, elle vivra très longuement à Londres. Et ce qui me semble intéressant aussi en termes de ligne de tension, c'est que, certes, vous dites qu'il y a une ligne de tension entre bourgeoisie et aristocratie chez elle, entre les enfants du premier lit, les enfants du deuxième lit de son père, enfants du premier lit aristocratique, enfants du deuxième lit bourgeois. Et grâce à son mari, elle va connaître la misère. C'est-à-dire que cet homme qui écrit sur le prolétariat, qui écrit sur le communisme, il lui fait vivre la misère à Londres. C'est-à-dire que lorsqu'on lit votre ouvrage, on est frappé du fait que, par exemple, un de leurs enfants va mourir de malnutrition. Elle n'arrive pas à nourrir la famille. Elle est en quête en permanence d'argent, voire même de vivres. Et en ce sens, n'y a-t-il pas, quand vous dites le foyer à l'allemande, une ligne de tension entre le fait d'être l'épouse d'un génie intellectuel, et le fait tout simplement d'être une mère qui assure la destinée de ses enfants. Enfin, je reviens là-dessus parce que ça me semble être une vraie ligne de tension qu'on sent dans le livre. Elle aura, je ne sais plus si c'est 7 ou 8 enfants, 7 enfants, et ils meurent pratiquement tous. Donc 4 meurent en bas âge. En bas âge, et 2 filles vont se suicider. Voilà, ensuite, donc, c'est un vrai sujet, me semble-t-il, sur le fait de réussir à être une femme allemande. Oui, et l'ensemble, vous le dites très bien, l'ensemble habillé de faux semblants et d'un désir de plaire ou de sauver la face, en tout cas, notamment par rapport à son entourage familial. Chose qu'elle a un petit peu apprise de ses parents, qui eux-mêmes devaient masquer, étaient vraiment passés maîtres dans l'art de masquer une situation financière en fait beaucoup plus étriquée que celle qu'on pouvait imaginer. Les rapports de fortune entre le père de Jenny et les parents de sa première femme allant de 1 à 20 ou 30, si vous voulez, grosso modo. Donc, c'était pas du tout le même environnement. Donc, il y a beaucoup de faux semblants et beaucoup de dissimulation en fait par rapport au monde extérieur et par rapport à ce que le monde extérieur attend des convenances bourgeoises, qu'il est impératif, impérieux même, de respecter pour Jenny. Il y a une chose que vous dites, j'aimerais que vous développiez, je l'ai fait allusion tout à l'heure, c'est à ce qui vous paraît être l'incompréhension par Marx du rôle de l'aristocratie allemande, prussienne en l'occurrence. Est-ce que vous pourriez développer ce point-là? Oui, en fait, Marx aurait pu, parce qu'il a eu des points de contact, notamment il a eu des rapports quand il était étudiant avec un personnage incarnant cette aristocratie qui est à la fois un cousin et un neveu de Jenny, c'est un peu compliqué, qui est Werner von Feldheim. Donc il aurait très bien pu mettre un pied un peu plus fortement dans ce milieu-là qui lui ouvrait, quand il était étudiant à Berlin, les portes de ses châteaux de Sachsen-Anhalt en particulier, via Edgar,
le frère de Jenny, ce qu'il n'a pas véritablement fait. Et pour lui, finalement, les grands propriétaires terriens de l'Est de l'Allemagne sont essentiellement des producteurs de betteraves et s'inscrivent dans des schémas économiques, des schémas industriels, des schémas de marché. Il n'a pas perçu du tout ce qui est une caractéristique vraiment forte de l'aristocratie allemande, qui est un corpus de valeurs particulier, un mode de vie extrêmement déterminé et une influence qui est finalement une influence morale et politique qui, pour le bonheur et parfois le malheur de l'Allemagne, s'est perpétuée jusqu'en 1945, y compris de façon quasiment intacte en fait. Et ça, il l'a mal perçu. Il a imaginé une déréliction de la noblesse allemande, à l'instar de celle qu'il prévoyait pour celle du capitalisme et de la bourgeoisie, et qui ne s'est pas produite. La noblesse allemande a fait preuve jusqu'à l'écroulement de 1945 d'une très grande résilience. Et vous avez une analyse, une explication de cette myopie, parce qu'on est un peu étonné quand même de voir, sans doute parce qu'on aborde cette période-là avec des idées un peu toutes faites, mais que dans un milieu aristocratique aussi organisé, aussi ancien, aussi quelquefois assuré de ses valeurs et de ses refus, un petit-fils de rabbin soit reçu avec autant de facilité. Alors sur ce dernier point, en fait, c'est une époque, l'époque dont il s'agit, qui est la charnière, on va dire, des années 1830 et 1840, et certes déjà marquée, on va dire, depuis la fin de l'époque napoléonienne par un retour, ou l'émergence d'une forme de nationalisme prussien, un démarrage d'un antisémitisme qui commence à se raccrocher à un antijudaïsme, cette fois-ci plus ancien, mais ce n'est pas du tout au point que ça imprègne les comportements. Et franchement, j'ai vraiment passé au peigne fin, je ne vais pas dire l'intégralité, mais une partie vraiment importante à la fois des journaux intimes et de la correspondance de la famille de Jenny, y compris celle du premier lit, et je n'ai jamais vu l'ombre d'un commencement de début d'antisémitisme ou de doute par rapport aux racines de Marx. On parle du docteur Marx avec pas mal de respect puisqu'il a un titre universitaire, on parle de façon assez neutre, mais il n'y a jamais de forme d'opprobre ou même sur un mode allusif. Akram El-Kaïd ? Oui, parlons de Marx, le mari. Au fil des pages, c'est un portrait qui n'est guère flatteur que vous faites. Est-ce que finalement, je vous pose la question de manière frontale, est-ce que votre livre, ce n'est pas ça aussi ? C'est-à-dire qu'à travers ce que nous génère comme réflexion l'itinéraire de son épouse, voilà, une femme qui se dévoue corps et âme, qui vit dans la misère, qui est trompée. Est-ce que finalement, en toile de fond, ce n'est pas aussi, ma foi, le portrait très peu flatteur de quelqu'un dont les idées ont tout de même eu un rôle fondamental ? Alors c'est vrai que Marx n'apparaît pas sous un angle particulièrement lumineux. C'est un personnage qui est fondamentalement et radicalement égocentrique. C'est un personnage qui est assez velléitaire puisque au fond, la réalité historique qu'il observe sous ses yeux ne correspond jamais exactement à ses schémas théoriques. Donc la révolution de 1848, il la rate, si je puis dire. 1849, ce n'est pas mieux. 1870-71, ce n'est pas mieux encore. Donc énormément de ratés, y compris par rapport à ses propres objectifs. Néanmoins, Marx, moi c'est un aspect que j'ai vraiment découvert en travaillant, y compris dans les archives, exerce une forme de fascination sur tous ses interlocuteurs. C'est un séducteur invétéré, et on le voit très bien dans l'attitude à la fois du père de Marx, qui est un personnage très attachant, et du père de Jenny. L'un et l'autre connaissent parfaitement les défauts cruels de Marx. Dès l'âge de 18-19 ans, ils sont écrit, et en même temps, ils adorent ce personnage. Il y a une lettre très intéressante qui naît de janvier 1838, donc Marx a à peine, n'a pas tout à fait 19 ans, écrite par le père de Jenny, dans laquelle, une lettre composée d'une vingtaine de feuillets, ça part dans tous les sens, c'est écrit avec des renvois, il écrit à son fils aîné, Ferdinand, pour essayer de justifier l'attachement et les fiançailles entre les deux jeunes gens, et il dresse à la fois un portrait extrêmement laudateur de ce personnage qui est complètement hors du commun, une espèce de monstre fascinant, et en même temps, oui, il souligne avec des adjectifs qui sont terribles le caractère monstrueux du personnage, tout en concluant sa lettre fort compliquée, pleine de linéaments, en concluant en disant, en exprimant une forme de profession de foi que l'un et l'autre sont irréductiblement faits l'un pour l'autre. Béatrice Gibelin ? Je reviens sur le personnage de Jenny et sur son éducation. Elle a, quand on lit votre ouvrage, je pense qu'elle fait face au choix et à l'amour qu'elle a porté à Karl Marx, avec tout
les inconvénients, tous les obstacles, toutes les douleurs. Et il y a une forme de fierté, et je dirais presque d'orgueil, à assumer ce rôle-là. Vous avez dit, c'est l'éducation bourgeoise, on doit masquer, on ne doit pas montrer. Mais je pense que c'est sans doute vrai, mais que c'est peut-être au-delà de ça. C'est le choix qu'elle a fait. Vous laissiez entendre qu'il était temps qu'elle se marie, parce qu'elle avait quand même 29 ans, et qu'au fond... mais elle était... Je pense qu'elle aimait ce personnage, vous venez de le dire, très séducteur, brillant, et donc elle devait avoir une certaine fascination à vivre avec quelqu'un comme ça, au point de supporter des choses extrêmement dures, comme la mort des enfants, par exemple, qui est effectivement extrêmement dure. Mais moi, j'y vois d'une certaine façon d'assumer vis-à-vis de son milieu le choix qu'elle a fait de ce grand génie qu'est Karl Marx, au-delà de tout. Donc je tiendrai, quoi qu'il arrive. Alors, par rapport à son milieu, et puis aussi, je pense, quasiment par rapport à l'histoire, parce qu'elle va au-delà du simple fait de tenir ou de soutenir sa famille et d'empêcher l'effondrement de sa famille. Il y a une forme elle gagne, à travers les épreuves, une forme presque de supériorité sur son mari, peut-être de surplomb sur toute cette histoire passablement triste. Et je trouve que finalement, le plus bel hommage qui lui est rendu n'est pas forcément celui au bord de sa tombe rendu par Engels, mais celui fait par Wilhelm Liebknecht, le père de Karl Liebknecht, qui raconte très bien avec quel ascendant, quelle grandeur et quel éclat, quelle lumière en fait cette personne traitait l'entourage de son mari, traitait sa famille, cultivait sa famille plus exactement, sa douceur, parfois sa mélancolie, parfois aussi sa capacité à exercer la discipline justement. Il en parle avec un respect immense, comme une personne qui a une stature en fait qui dépasse curieusement pour aux yeux des contemporains, qui peut facilement dépasser celle de Marx, lequel suscite énormément d'inimitié. Alors justement, vous venez de parler de Liebknecht, et tout à l'heure, vous parliez du rôle que Jenny Marx a pu jouer dans l'entourage politique de Marx, non pas dans l'entourage intellectuel, mais dans l'entourage de ceux qui veulent mettre en pratique un certain nombre de principes et traduire en acte la pensée révolutionnaire. De quel conflit s'agissait-il, et quel parti a pris Jenny Marx dans ces conflits ? En fait, pour être tout à fait honnête, on a un peu du mal à démêler les histoires de personnes et le fond. En fait, Marx est très perfectionniste et déjà ne supporte pas ceux qui ne sont pas docteurs de l'université, grosso modo, en fait. Donc, on le voit apparaître dès la fin des années 1840 dans ses interactions avec Proudhon. On le voit apparaître à la même époque dans ses interactions avec un personnage complètement oublié qui est le pauvre Wilhelm Weitling, qui a pour défaut d'être un simple tailleur, donc un des membres fondateurs de la Ligue des Justes et qui est exclu du mouvement avec pertes et fracas, avec toute une série de personnages dont certains finissent par s'exiler aux États-Unis parce que les tensions sont totalement insupportables. Et donc, franchement, la composante personnelle, l'inimitié personnelle, l'étincelle du conflit, de la jalousie interpersonnelle est certainement premier. Vous compareriez le personnage de Marx au milieu de tous ceux qui gravitent autour de lui pour un temps plus ou moins long à une autre figure Est-ce qu'il y a quelqu'un, une sorte de, comment on peut dire, il y a un côté potentat ou un côté chef. Oui, non, il n'y a pas. Si, oui, il y a effectivement un côté potentat au sens où l'entourage, à part le cas particulier d'Engels, qui est un personnage aussi assez fascinant, doit nécessairement se situer plusieurs degrés en dessous. Il y avoir plusieurs étages libres, si on peut dire, entre le potentat et le reste des troupes. Akram, vous parliez de Proudhon, alors la Vulgate et la légende veut que Marx et lui ne s'aimaient guère. On connaît aussi le caractère de Proudhon, qui était tout de même un misogyne notoire. Et ce qui me frappe, moi, dans ce que vous écrivez, c'est qu'à aucun moment, il n'y a, alors peut-être que c'est trop tôt, peut-être que je fais dans l'anachronisme, mais à aucun moment, il n'y a de prise de conscience, je dirais, féministe, alors que ces idées-là existent déjà en Angleterre, aux États-Unis, un peu en France.
Et comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez, là aussi, cette manière de ne pas voir les choses? Alors, est-ce que le féminisme est perçu comme bourgeois dans l'esprit de l'un et de l'autre? C'est tout à fait possible, mais c'est complètement en dehors du champ. L'action politique doit être fermée aux femmes, pour l'un comme pour l'autre. Marx se désole quand il a des filles, parce qu'elles ne pourront pas exercer l'action politique, selon lui. Donc, pour lui, c'est une calamité. Et je pense que dans l'entourage, ça n'est, au fond, guère mieux. Donc, non. Mais qu'est-ce qui fait son opposition à Proudhon, alors, à ce moment-là? Qu'est-ce qui est... d'où viennent les divergences? Parce que, la pensée de Proudhon n'est pas assez enracinée dans un raisonnement économique. D'accord. C'est quand même essentiellement ça, là. Lucille Schmitt. Oui, moi je trouve assez fascinante la trajectoire de cette famille où entre les enfants du premier lit et ceux du deuxième lit, finalement, les enfants du premier lit vont incarner la réaction et le piétisme. Et puis le deuxième lit, c'est le lit socialiste. C'est-à-dire qu'Edgar, le jeune frère, est également socialiste. Il est, d'une certaine manière, il n'est pas capable d'avoir cette trajectoire politique parce que vous le décrivez bien comme il y a une forme d'indolence en fait chez lui, de manière de profiter des situations, d'être dans le sillage. Mais peut-être que nous pourrions revenir sur le personnage du frère aîné, Ferdinand, qui devient ministre de l'Intérieur, je crois, en 1850. Les sœurs qui sont piétistes, donc il y a une forme d'attachement à la religion, à la réaction. Et puis, il y a cette deuxième branche de la famille qui, en revanche, incarne le renouveau des idées, enfin, les idées socialistes, leur structuration, leur apparition, même si je puis dire, après 1848. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la façon dont, puisque vous parliez des familles allemandes, du foyer, comment est-ce que le lien familial peut continuer à exister alors même qu'on appartient, on est des ennemis politiques, ça me semble assez clair. Ça, c'est un point qui me semble important parce que ce frère Ferdinand joue malgré tout un rôle qui reste important vis-à-vis de Jenny. Merci de le souligner parce que ça fait partie des éléments de simplification, de stylisation de l'histoire qui sont, à mon sens, assez incorrects. Il y a un personnage dans la fratrie qui est à la jonction entre les deux mariages successifs, qui est Karl, il s'appelle Karl également, qui exerce une influence importante, qui appartient au premier lit, donc rattaché comme ses deux sœurs et son frère à ce milieu de l'aristocratie prussienne et de Saxe-Anhalt, extrêmement ancienne cette fois. Il n'en demeure pas moins que lui-même est libéral. Il est magistrat à une époque où la magistrature est, on dirait, à l'époque infestée d'éléments libéraux. Et il assure vraiment une jonction, et tout en conservant des relations excellentes avec les deux morceaux de la famille, et en continuant à vivre au foyer, enfin en revenant au foyer familial assez tard pour aider à la subsistance en fait de son père désormais retraité. Et ce personnage est un personnage qui est, je dirais aussi peut-être plus mélancolique que Marx, mais très séduisant. Et malheureusement, ce personnage-là meurt à 37 ans. Il était resté célibataire, mais il meurt. Et ça fait 1 an avant le mariage de Jenny. Ça fait partie des éléments, à mon sens, tout à fait inconnus, méconnus, du drame qui conduit aussi Jenny vers cet itinéraire-là qui achève de la pousser dans les bras de Marx. Vous avez complètement raison de parler aussi du frère Ferdinand, qui est un personnage assez paradoxal, décrit souvent comme un ministre, alors réactionnaire, ça, il n'y a pas lieu d'en douter, mais extrêmement violent, ce qui en réalité n'est pas forcément le cas quand on regarde les archives, qui a vécu lui-même d'ailleurs, soit dit en passant, une période extrêmement difficile, puisque ce ministère Manteuffel entre 1850 et 1858 est un ministère extrêmement compliqué, rempli de tensions, et la mise au pas des sociétés allemandes est beaucoup moins simple qu'il y paraît. Et Ferdinand a lui aussi dans son rôle de, j'allais dire à l'allemande, de chef de famille, avec ses devoirs de chef de famille, celui de protéger le nom, celui de déployer ses ailes sur l'ensemble des membres de la famille, a, sauf de légères interruptions au début des années 1850, toujours poursuivi ce rôle coûte que coûte. Et il y a une lettre que je trouve d'ailleurs très émouvante, qui est la fin de la vie de Ferdinand, qui n'a pas été détruite, que Jenny, dont Jenny aurait pu s'irriter et que l'aurait pu détruire, qui est une lettre écrite peu avant la mort de Ferdinand, dans laquelle il fait une espèce de testament spirituel, elle raconte toutes leurs jeunes années, raconte l'admiration qu'il a eue pour sa sœur, et essaie une dernière fois, c'est presque touchant, de la convertir en fait. Donc on sort des psaumes, des passages de Saint Jean. En fait. Et Jenny n'a pas détruit cette lettre, donc elle a dû être retenue par une forme. Alors à une époque, on détruisait très facilement les lettres un peu personnelles. Elle a dû être retenue par une forme de respect, de crainte révérencieuse par rapport à ce frère, avec lequel elle a une relation un peu agressive, mais je dois dire qu'il n'a pas forcément répondu à cette agressivité-là. Au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de constance de la part de Ferdinand et de la femme de Ferdinand aussi. Akram Belkaïd. Sur votre travail de recherche, j'imagine que vous êtes allé en Allemagne souvent. Alors,
ça fait écho à une des questions qui a été posée en début d'émission. Qu'est-ce qu'on retient de Marx aujourd'hui de l'autre côté du Rhin ? Est-ce que, effectivement, là, vous évoquiez les historiens d'Allemagne de l'Est, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la figure de Marx et aussi dans la figure de son épouse ? Je pense que, franchement, à part le côté anecdote historique, je pense que le personnage c'est assez banal de dire qu'il est très démonétisé sur le plan des idées. Je pense que la situation n'est vraiment pas différente de la France du tout. Même à Trèves, sa ville natale, à part la fameuse statue offerte par les Chinois en 2014, qui a beaucoup embarrassé, une statue monumentale de Marx, qui a beaucoup embarrassé la municipalité de cette ville, qui est un peu excentrée près de la Porte Noire. À part ça, il n'y a pas de signe particulier, une petite plaque sur la maison natale, il n'y a pas de signe particulier d'adhérence ou d'allégeance au personnage. Il n'y a pas d'études organisées, il n'y a pas de... Alors, un travail se poursuit constamment, c'est un travail qui ne sera jamais terminé, c'est ce qu'on appelle en acronyme le MEGA, en fait, c'est un travail qui a dû commencer dans les années 60, je crois, et qui consiste en fait à rassembler de manière quasiment bénédictine, donc il y a tout un réseau à travers le monde, à rassembler inlassablement tous les documents sortis de la plume de Marx ou d'Engels. C'est un travail qui ne sera jamais achevé et qui se poursuit avec toutes sortes d'universitaires, d'affiliés, avec des antennes un peu partout à travers le monde et qui, chaque année, fait réémerger des textes inédits, des petits bouts de lettres éparpillés ici ou là, puisqu'on a au moins 20 000 lettres de Marx, c'est un correspondant absolument incroyable. Et donc, il en ressort encore chaque année et je suis assez admiratif de cette forme de persévérance, et on va dire essentiellement d'inspiration universitaire quand même, ou nostalgique, qui, je pense, n'exerce plus d'empreinte sur la société allemande. Lucie Schmitt. Oui, je voulais revenir sur cette question de l'art épistolaire dont vous nous parlez. C'est-à-dire que je rappelle que Jenny Marx était qualifiée par son mari de real virtuoso in letter writing. Et Philippe en parlait au début de l'émission. Et l'art épistolaire, on voit que c'est une sorte de prolongement de l'amour qu'on porte au sien. C'est aussi un art politique. Aujourd'hui, on voit bien que cet art épistolaire, il se perd. Comment est-ce qu'il a effectivement joué un rôle dans la façon dont vous avez découvert des choses ? Parce que dans l'art épistolaire, on peut dire à la fois des choses intimes et politiques. On peut mélanger les choses. On disait tout à l'heure, ce n'était pas une destinée romanesque, peut-être celle de Jenny Marx, mais en tout cas, il y a des choses qui se jouent dans la lettre, puisque lorsqu'on va d'un bout à l'autre de l'Europe, il faut garder le lien. Et je pense que c'est un élément très, très important. La deuxième chose, aussi sur l'aspect culturel que je voulais souligner, c'est que vous dites bien que le père de Jenny, comme Marx, comme Jenny, ils adorent Homère, ils adorent Dante, ils adorent Shakespeare, ils parlent plusieurs langues qui ne sont pas les leurs, enfin comme si c'était les leurs d'une certaine manière. Est-ce qu'on pourrait reparler de cette culture européenne, de la façon dont aujourd'hui, où on parle beaucoup d'Europe, on doit retrouver aussi cette manière d'être européen qui est une manière profondément cultivée, culturelle. Est-ce que c'est une manière élitiste de l'être ? Je voulais vous poser cette question. Est-ce que le peuple pouvait aussi se permettre de se sentir européen ? Est-ce qu'il n'y a pas là une manifestation d'un sentiment élitiste européen, mais par ailleurs très fascinant pour nous ? Alors, beaucoup de questions en une seule sur la correspondance. Alors d'abord, il y a une petite limite dans une publication en français, forcément, parce que ce que je dis est très banal, mais on perd une partie, on a beau faire, mais on perd une partie de la puissance d'expression, notamment du fait que l'allemand utilise beaucoup un vocabulaire, c'est une langue agglutinante, comme vous le savez, qui utilise en plus beaucoup de nomatopées. Donc il y a des passages qui sont très beaux, voire très mignons, excusez-moi, parfois c'est des choses très très banales, mais où il y a vraiment une richesse de création de Jenny qui est très forte, avec des mots nouveaux, avec l'usage de nomatopées qui pour nous ne sont pas du tout parlantes. La correspondance de Jenny répond à la fois beaucoup d'intelligence, de douceur, de recul, d'humour, d'autodérision, une capacité aussi de critique à l'égard de son mari. Et c'est enfin aussi, ça c'est le second versant un peu sombre, c'est également une correspondance, c'est également une plume qui peut être particulièrement mal trempée ou dans des liquides particulièrement corrosifs. C'est une plume extrêmement violente lorsqu'il s'agit de déshabiller les ennemis ou de les retourner sur le grill. Donc elle a même un côté assez effrayant de causticité au sens quasiment premier du terme. Elle peut être terrible avec les ennemis, notamment des passages qui sont assez connus sur la salle, qui sont tout à fait effrayants. Oui, alors ensuite pour l'aspect, pour les références culturelles, les références européennes. Alors ça, je dirais que c'est vraiment pour leur époque, c'est un marqueur très très particulier de ces deux familles, la famille Marx et la famille Westphalen. Je pense qu'on ne retrouve nulle part et qui est
très lié tout de même, en tout cas pour le cul de Shakespeare, qui est extrêmement lié aux origines écossaises du père du génie, par la fameuse grand-mère. Et là aussi, on retrouve Shakespeare dans ces deux dimensions, à la fois le Shakespeare un peu prime sautier, puis un Shakespeare également sombre. Il y a un peu de Macbeth, en fait, finalement, dans le personnage de Jenny aussi. Et le père l'avait très bien perçu aussi. On le voit bien quand il juge les deux jeunes gens. Il dit très bien, finalement, à la fois, ils ont cette très grande richesse intérieure l'un et l'autre, et en même temps, je vois un peu un risque, dit-il avec ses mots à lui, je vois un peu un risque dans cette forme d'aigreur, d'acidité, qui est aussi une des dimensions du récit shakespearien. Béatrice Gibelin. Mais c'est peut-être aussi cette acidité, cet esprit caustique, avec une forme d'agressivité qui lui a permis d'affronter tout ce qu'elle devait affronter. Si ça n'avait été que la bonne épouse à relire et au service d'eux, ce qu'elle a été aussi, elle s'est aussi défendue, je pense, par ce trait de caractère où elle était capable d'attaquer, ce qui est une façon de se protéger. Incontestablement. Moi, je voudrais revenir sur un autre moment dans notre échange. Quand vous avez dit, mais au fond, au moment du bicentenaire, il y a eu, on s'est réintéressé, il y a eu beaucoup de travaux universitaires, enfin, où il y a eu des travaux universitaires à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle représente, Jenny Marx, aujourd'hui, puisque vous dites qu'on s'y est réintéressé, qu'on a... En fait, franchement, à mon avis, par rapport à l'intérêt universitaire, ça leur est d'échapper à l'université, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une petite équipe qui, pour des raisons purement historiques, en fait, je pense qu'il n'y a plus d'affect derrière dans l'étude du personnage. Et pourquoi ils sont intéressés à elle au moment du... Alors, je pense qu'ils ont été formés. Certains d'entre eux ont subi l'influence d'un historien allemand qui s'appelait Gemco, qui est mort au début des années 2000, qui était un excellent connaisseur de Jenny, qui s'est senti dans un rôle de passeur, en fait, notamment après la chute du mur. Je pense qu'il continue à subir cette forme d'influence de ce grand historien dont le regard était néanmoins un peu biaisé par ses origines. Mais pourquoi lui s'était-il tant intéressé à Jenny ? Parce que lui, pour le coup, il était tout à fait marqué par l'Allemagne de l'Est, parce que c'était un historien formé à l'époque de l'Allemagne de l'Est, Gemco. Et que donc, le fait d'être un Allemand de l'Est et un bon communiste supposait qu'on s'intéresse à Jenny Marx À Jenny, effectivement, comme une composante de ce mythe, à la fois le mythe de la Baronne Rouge et le mythe de la bonne épouse, qui vraisemblablement devait servir également la cause de l'Allemagne de l'Est. C'était comme un modèle. Exactement. D'une certaine façon. D'accord. Et alors, il y a une question par laquelle on pouvait commencer et par laquelle on peut aussi finir, qui est qu'on suppose toujours que pour un biographe, il faut qu'il y ait entre lui et le sujet de sa biographie une forte sympathie. Est-ce que c'était votre cas au départ ? Est-ce que ça l'est devenu ? Est-ce que ça l'est ? Ou est-ce que c'est simplement un travail de curiosité intellectuelle venu à la suite de différents hasards, rebonds un peu. On a des questions qui se posent un peu comme en suivant le parcours des boules de flipper. On ne maîtrise pas tout et à un moment donné, une question vous arrive qu'on n'avait pas prévue. Mais comment vous qualifieriez votre relation avec Jenny ? En fait, on part de l'un, c'est-à-dire une forme de curiosité intellectuelle, et on arrive, à l'autre, qui est une forme d'affect positif. Jenny a des côtés, je n'ai aucune difficulté à le reconnaître, certains côtés parfaitement repoussants, on dirait même abject de nos jours. C'est un adjectif, un antisémitisme qui est quand même très très marqué, du racisme, tout ce qu'on peut imaginer, qui sont quand même très très forts. Elle a des mots effroyables. Mariée avec un petit-fils de rabbin. Oui, malgré tout, en fait, un antisémitisme qui s'exprime de façon extrêmement agressive par rapport à Lassalle en particulier, ou par rapport à Moses Hess, par exemple, qui est également un des leaders du mouvement, qu'ils ont réussi à écarter, à évincer, donc des phrases terribles. Donc ça, c'est des côtés sans doute peu sympathiques. Et néanmoins, il y a une part je trouve, de grandeur, cette personne arrive vraiment par sa stature, à se forger une stature qui lui est une personnalité qui lui est propre et qui vraiment, je trouve, dépasse les événements. Il y a
une forme presque de majesté, je trouve, dans ce personnage, malgré le côté, je ne vais pas dire christique, mais le côté chemin de croix vraiment de toute son existence. Il y a quelque chose de très grand qui en ressort, je trouve, et qui la rend sympathique. Et j'ajoute à cela aussi la qualité d'écriture. Il y a une finesse de jugement. Quand on retrouve Madame Marx apaisée, parce que de temps en temps, heureusement, elle est apaisée, quand on la retrouve capable de pratiquer l'autodérision sur elle-même, de se moquer d'elle-même, quand elle est défigurée par sa petite vérole en 1860, qu'elle se décrit comme un rhinocéros rouge, eh bien, voilà, on aime vraiment cette femme chez qui ressurgit, s'ouvre une forme de spontanéité, souvent malmenée par son mari. Oui, Madame Akram. Elle et son mari ont, pour dire les choses de manière triviale, tiré le diable par la queue, la misère à Londres, à Paris, à Bruxelles. Mais la fin de leur vie est tout de même différente. Vous le dites, ça s'améliore, ça s'apaise. Oui, est-ce que finalement, elle n'a pas réussi à faire de son mari un bourgeois ? Alors, elle s'apaise et elle se facilite par l'accumulation tout simplement d'héritages successifs. Ça, je ne vais pas y revenir. Le plus inattendu des héritages étant celui de Wilhelm Wolff, qui était on va dire pour le coup un pauvre prolétaire, qui les accompagnait pendant toute leur vie, un compagnon de route, qui est mort célibataire et qui avait, sou après sou, économisé une fortune absolument incroyable qu'il leur a laissé en 1863 à sa mort. Et à partir de cette époque, effectivement, toutes les choses se détendent puisque le père de Engels meurt également et donc Engels se trouve rentier et fait bénéficier les Marx d'une rente tout à fait conséquente qui leur permet de vivre une vie franchement sans difficulté dans le centre de Londres. Et là, par rapport à ça, on sent que vous distanciez par rapport à ça. C'est-à-dire que non, non, mais c'est très, très intéressant parce que c'est finalement l'auteur du Capital qui vit des rentes d'autrui. Oui, écoutez, doit-on souhaiter le malheur des gens jusqu'au bout ? Non, je dirais au fond, au bout d'un moment, ils sont arrivés à bon port. Je pense qu'ils étaient heureux d'avoir atteint ce statut. Et ceci étant dit, ce statut leur a permis aussi toujours d'accueillir et d'aider. Il ne faut pas oublier que 1863, c'était évidemment avant 1871. Et donc, c'est avant une nouvelle vague de répression, de réfugiés, d'exilés, qu'ils ont très fortement assisté. Lucille Schmitt. Moi, je voulais revenir peut-être sur sa relation avec Engels. Parce que dans votre livre, vous dites assez bien que Engels et Marx sont inséparables, qu'Engels fait énormément matériellement pour ce couple, pour la famille, pour le foyer, et qu'elle garde une sorte de distance permanente à l'égard d'Engels, peut-être parce qu'elle est jalouse finalement de la proximité qu'il peut avoir avec son mari, proximité idéologique, proximité affective, et qu'elle montre à son égard même un comportement de parfaite bourgeoise, puisqu'elle n'aime pas la relation qu'il a avec une femme qui est une illettrée et qu'il n'épouse pas. Donc elle montre là une sorte de mesquinerie bourgeoise. C'est le moment dans votre livre où affleure, parce que vous ne parlez pas beaucoup finalement de ce que vous venez de nous dire sur les mauvais côtés de Jenny Marx, affleure ces mauvais côtés bourgeois par rapport sans doute plutôt à une jalousie maladive vis-à-vis de son mari, qui est une personne pour laquelle elle éprouvera toute sa vie un très grand amour et qui la blessera, puisque vous le dites bien, il a une relation adultère avec la bonne, il aura un enfant adultérin, il ne l'a pas ménagé. Donc reparlons de cette relation avec Engels. En fait, il en va de la relation avec Engels un petit peu comme de la relation avec le frère aîné Ferdinand, même si les deux personnages évidemment n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est une relation qui est pétrie d'admiration réciproque, qui est sincère et dans laquelle il y a des cailloux, des déchirures liées à des comportements, à des valeurs qui sont différentes. En fait, Jenny en veut énormément à Engels, non seulement de lui prendre son mari trop régulièrement, mais, alors c'est là où vraiment le personnage est cousu de contradictions, de renier trop l'éducation particulièrement soignée qu'il a reçue. La famille de Engels, c'est pas seulement la famille d'un fabricant de textiles, c'est pas une famille récente, c'est une famille d'industriels anciens, ce qui est rare en Allemagne. Il y a plusieurs générations d'industriels depuis le XVIIIe siècle, de la région qui est actuellement celle de Wuppertal, qui avec des intérêts industriels qui se sont étendus ensuite à Manchester au début du XIXe siècle. En tout cas, c'est une famille vraiment ancienne, une famille parfaitement cultivée, l'éducation est soignée. Ce qu'une fois de plus, c'est assez rare dans les schémas de la société allemande de l'époque. Et donc, elle lui en veut de son côté bravache, elle lui en veut des provocations, elle lui en veut de la vulgarité affectée à laquelle Engels a recours régulièrement. Et en même temps, vous voyez, elle l'aime bien. Il y a des moments quand elle reçoit le livre sur son grand-père qu'a rédigé son frère Ferdinand, le fameux, celui qui avait joué un rôle aussi important pendant la guerre de 7 ans, eh bien, elle envoie fièrement
à Engels. C'est la première personne à qui elle l'envoie parce qu'il est spécialiste d'affaires militaires. Donc elle dit ça va vous intéresser mon général, puisqu'elle le surnommait mon général, ça va vous intéresser forcément. Elle en profite pour fourguer, on est presque gêné pour elle, le fait qu'elle descende quelqu'un de très important qui était son grand-père, le fait que son frère aussi, elle le rappelle, est ministre lui aussi. Et donc elle se met un petit peu en scène, mais il y a finalement une forme d'affinité très très grande entre les deux personnages et en même temps de rupture, de fractures qui sont liées à des comportements d'Engels qui sont trop libres pour elle. Et néanmoins, Engels, moi, je trouve c'est un personnage tout à fait étonnant. Il fait partie de cette demi-douzaine de personnages que le couple Marx a eu la chance immense de rencontrer sur son parcours sans forcément en tirer tous les enseignements en termes de comportement eux-mêmes. C'est un personnage qui est d'une très grande générosité, une très grande fidélité, qui est prêt à endosser le fait d'être le père adultérin de l'enfant de Marx. Enfin, c'est quand même un ami absolument rêvé, qui sait être discret, qui sait toujours ne jamais être importun, qui dès que Jenny est malade envoie une caisse de vin de Bordeaux pour la remonter un petit peu. Enfin, c'est un personnage qui est très, très, très attachant, je trouve. Il y a, si on peut terminer notre conversation sur cette question, il arrive assez souvent, je crois, c'est ce que m'ont dit des gens qui font, non pas le métier de biographe, mais qui sont biographes, que le travail sur un personnage donne l'idée du suivant. Est-ce que c'est votre cas ? Absolument pas. Le sujet suivant sur lequel je travaille n'a strictement rien à voir. Il est franco-français, c'est un sujet plutôt sociologique et il porte vraiment sur une période plus ancienne. Et donc, ça n'est pas une biographie ? Nullement. Et donc, vous n'avez aucun projet de biographie ? Ah, si j'en ai un autre pour un personnage allemand qui se rapprochera pas du tout de Madame Marx, mais de Galen, qui est un personnage que j'ai étudié également. C'est un peu le même type de personnage. Jérôme Fehrenbach, merci. Donc, vous avez publié Jenny Marx aux éditions, tout d'un coup, j'oublie le nom de votre éditeur. Donc, La tentation bourgeoise aux éditions Passé Composé. Merci et à nos auditeurs, à la semaine prochaine. Merci.